Salut, c'est Parlons peu, parlons vin, l'émission préférée des Français d'après un sondage réalisé par ma mère. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent, quelque chose d'un peu moins scolaire. Que vous soyez œnophile confirmé ou dégustateur occasionnel, vous avez sûrement déjà été confronté à un préjugé sur le vin. Ça venait peut-être de votre oncle pendant le dernier repas de famille, du serveur de votre bar préféré, de votre meilleur pote ou peut-être même de vous. Je vous propose donc de démêler ensemble le vrai du faux à travers 12 idées reçues sur le vin. Allez, c'est parti. Juste avant de commencer, je voulais vous préciser que la plupart des sujets que je vais aborder aujourd'hui feront l'objet d'un épisode dédié. Donc pas de panique si vous avez l'impression parfois que je survole un peu, c'est normal, j'y reviendrai plus tard. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les sujets qui vous intéressent le plus. Idée reçue numéro 1, plus un vin est cher, plus il est bon. Bon, alors déjà, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un bon vin, car la qualité d'un vin, c'est un concept qui est assez flou. D'un point de vue technique, un vin de qualité, c'est un vin qui est réussi, un vin qui n'a pas de défaut. Mais c'est pas pour autant qu'il vous plaira à vous en tant que dégustateur. Un bon vin, c'est donc un vin qu'on prend plaisir à boire, c'est avant tout un jugement personnel. À ce titre-là, on trouvera des vins de qualité qui vous plairont à tous les prix. La réelle différence entre les vins abordables et les vins chers se fera donc pas au niveau de la qualité, mais au niveau des caractéristiques. Les vins dont le prix est élevé sont en général les vins complexes, les vins de garde, les vins prestigieux, alors que les vins plus abordables sont les vins légers, les vins qu'on boit entre amis et qu'on peut ouvrir un peu à n'importe quelle occasion. Idée reçue numéro 2, pour faire du rosé, on mélange du blanc et du rouge. Alors celle-là, je sens qu'elle va diviser. D'un côté, ceux qui se disent « c'est pas possible de dire des conneries pareilles, évidemment que c'est faux ». Et de l'autre, ceux qui se disent « ah bon, c'est pas comme ça qu'on fait du rosé ?» Bien, je vais juste vous dire calmez-vous, puisque vous avez tous raison, c'est à la fois vrai et faux. Il existe 3 méthodes pour faire du rosé. Le rosé de cuve, aussi appelé rosé de macération. Cette méthode consiste à laisser macérer les raisins et les grappes dans une cuve pendant un temps assez court, puis de presser l'ensemble, de récupérer le jus et ensuite de vinifier. La durée de la macération, c'est ça qui va donner la couleur et l'intensité de la robe du rosé. En général, cette technique est plutôt utilisée pour les rosés clairs, les rosés légers, donc le temps de macération sera très court. La deuxième méthode, c'est le rosé de saignée. Cette méthode consiste à prélever une partie du jus qui est en train de macérer dans la cuve, simplement en ouvrant le petit robinet en bas de la cuve et à récupérer ça puis le vinifier. Sauf que cette technique est appliquée sur une récolte qui sera a priori destinée à faire du vin rouge. Donc le temps de macération aura été un peu plus long et le jus qu'on récupérera sera plus concentré, plus sombre, la robe sera plus intense. Et il existe une troisième méthode qui s'appelle le rosé d'assemblage et qui consiste justement à mélanger du blanc et du rouge. Alors cette méthode elle est un petit peu particulière, un petit peu spéciale parce qu'on la trouve uniquement en Champagne. Il n'y a que en Champagne, pour faire du champagne rosé, qu'on a le droit de faire cette technique d'assemblage, donc de mélanger ce qui serait du champagne classique blanc avec un petit peu de vin rouge de Champagne. Donc sauf si vous buvez du champagne rosé où ça sera vraiment un mélange de blanc et de rouge, vous êtes soit en présence d'un rosé de saignée, soit en présence d'un rosé de cuve. Idée reçue numéro 3, la France est le premier pays producteur et consommateur de vin. Alors oui, en bon français, en bon amateur de vin, on pense logiquement qu'on a les meilleurs vins, qu'on produit le plus et qu'on consomme le plus. Ben, c'est pas tout à fait vrai. En termes de production, la France est en réalité deuxième derrière l'Italie et devant l'Espagne. Et on passe carrément en troisième position si on rapporte la quantité produite au nombre d'habitants. L'Espagne passe devant puisqu'il y a un petit peu moins d'habitants en Espagne qu'en France. En termes de consommation, la France est également à la deuxième position devant l'Italie mais derrière les États-Unis. Alors vous allez me dire c'est logique puisque les États-Unis sont un pays immense avec beaucoup plus d'habitants, donc logiquement beaucoup plus de consommation. Et je vais vous dire oui, vous avez raison, car si on ramène la consommation au nombre d'habitants, là on peut crier cocorico, la France passe en première position devant l'Italie et l'Allemagne. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, la consommation moyenne en France est estimée environ à 1 bouteille par semaine et par habitant, ce qui représente à peu près 1 verre par jour par personne. Idée reçue numéro 4, tous les Bordeaux sont des rouges. Évidemment, le vignoble bordelais est célèbre pour ses grands vins rouges, les Pauillac, les Saint-Émilion, les Pomerol. Mais on y trouve aussi des vins blancs secs, notamment dans la région des Graves avec le Pessac-Léognan, des vins blancs liquoreux, le fameux Sauterne, des vins rosés avec le Bordeaux rosé. Il est léger, frais, gourmand. Et même des vins effervescents avec le Crémant de Bordeaux. Au final, c'est un vignoble qui est plutôt assez complet, voire même un des vignobles les plus complets de France. Idée reçue numéro 5, les vins blancs se boivent frais, les vins rouges chambrés. Celle-ci est globalement vraie, à quelques petits détails près quand même, on va voir qu'il y a des petits soucis avec les rouges. Effectivement, les vins blancs se boivent
globalement plus frais que les vins rouges. Mais pour les rouges, les boire chambrés donc à température ambiante, à moins que votre pièce principale fasse entre 15 et 18 degrés, en général c'est un peu trop chaud. Les rouges jeunes et légers se boivent un petit peu plus frais que les autres rouges. Donc si vous voulez boire un Beaujolais ou un rouge de Loire, faut pas avoir peur, mettez-le un petit peu au frigo avant de le déguster et il en sera que meilleur. A l'inverse, les grands vins blancs se boivent en général un petit peu moins frais que les autres vins blancs. Là je pense évidemment aux grands vins de Bourgogne, mais également à certains grands vins du Rhône ou du Bordelais. Ce qu'il faut retenir, c'est que la température va jouer sur 3 caractéristiques du vin. La perception de l'alcool, la perception du sucre et la perception des arômes. Le froid va atténuer la perception de l'alcool, la perception du sucre et la perception des arômes, et à l'inverse, le chaud va les rehausser. C'est pour ça que les grands vins très aromatiques, il faut pas les boire trop froids, sinon on va masquer les arômes. A l'inverse, les vins très riches en alcool ou en sucre, il faut éviter de les boire trop chauds au risque d'obtenir un vin désagréable à boire. Pour les vins riches en alcool, on aurait presque une sensation qu'on appelle brûlante, et pour les vins riches en sucre, on aurait un goût qui s'apparente à celui d'un sirop, donc un petit peu écœurant. Pour faire simple, il faut retenir 3 choses. Les blancs se boivent en général plus frais que les rouges, les vins jeunes se boivent en général plus frais que les vins vieux, et les vins simples se boivent en général plus frais que les vins complexes. Pour ceux que ça intéresse, voilà un tableau avec les températures de service recommandées pour les différentes familles de vins. Si vous voulez lire en détail, je vous invite à mettre la vidéo en pause car on va passer à la prochaine idée reçue. Idée reçue numéro 6, blanc puis rouge, rien ne bouge, rouge puis blanc, tout fout le camp. Celle-là je l'aime bien, elle est super intéressante et pas si évidente que ça. Je sais pas si vous vous êtes déjà demandé d'où venait cette idée qu'il fallait boire les blancs avant les rouges. On est à peu près tous d'accord là-dessus, on commence par l'apéritif, ensuite les entrées, le plat principal et le dessert. Comme on a plutôt tendance à boire du vin blanc avec l'apéritif ou avec l'entrée et du vin rouge avec le plat principal, est venue cette idée que les vins blancs devaient tout le temps se boire avant les vins rouges. En réalité, c'est pas si simple, il faut pas uniquement considérer la couleur du vin, il y a 2 autres facteurs qui sont très importants, peut-être même encore plus importants que la couleur. Il y a l'intensité, c'est-à-dire la puissance du vin, et la sucrosité, le taux de sucre du vin. Ce sont vraiment ces 2 facteurs qui vont déterminer la puissance aromatique d'un vin, et donc la capacité d'un vin à saturer les papilles gustatives et le palais. Quand on boit plusieurs vins, que ce soit pendant une dégustation ou un repas, il faut toujours qu'il y ait une progression aromatique. Ça veut dire que quand vous buvez un vin aromatique, le vin qui va suivre doit forcément être encore plus aromatique pour que votre palais soit en mesure d'apprécier tous ces arômes. Donc au-delà de la couleur, ça veut dire qu'on aura tendance à servir les vins légers avant les vins puissants et les vins secs, les vins acides, vifs, avant les vins doux, sucrés. C'est d'ailleurs pour ça qu'un vin rouge léger aura un petit peu de mal à s'exprimer s'il passe après un grand vin blanc. Et c'est d'ailleurs encore plus vrai avec les vins blancs moelleux ou liquoreux qui sont extrêmement riches en arômes et en texture. Idée reçue numéro 7, pour accompagner un foie gras, rien ne vaut un vin moelleux. Alors celle-là, je pense qu'on l'a tous entendue au cours d'un repas de famille. Souvent c'est à Noël, on sort le foie gras et quelqu'un sort une bouteille de vin moelleux, liquoreux, peu importe, en nous disant « tu vas voir, c'est formidable avec le foie gras ». Dans l'absolu, c'est pas faux, car on va pouvoir harmoniser les textures entre le gras du foie gras et le gras du vin. On aura même un bonus contraste sucré-salé, donc ça c'est top. Le problème, c'est pas l'accord foie gras et vin liquoreux, mais c'est tout le reste du repas. Et oui, car comme on vient de le voir, le résultat d'un vin moelleux, c'est un palais saturé en sucre et en arômes. Et selon la règle précédente, il faudrait enchaîner avec un vin encore plus aromatique pour la suite du repas. Et honnêtement, un vin plus aromatique qu'un vin liquoreux, je crois que ça n'existe pas. C'est pour ça que pour conserver la progression aromatique avec le reste du repas, l'idéal avec un foie gras en entrée donc, ça reste un vin blanc sec. De préférence frais et léger pour contraster avec le gras du foie gras, avec des arômes un petit peu fins, un petit peu subtils, pas trop prononcés. Et à ce titre, je ne saurais que trop vous recommander le champagne qu'on appelle blanc de blanc. C'est un champagne qui est produit uniquement avec le cépage chardonnay, donc avec des raisins blancs. Et en bonus, le champagne blanc de blanc est connu aussi pour développer des arômes de beurre et de brioche qui se mêleront parfaitement avec les toasts sur lesquels vous poserez votre foie gras. Voilà, ça c'est cadeau pour se la péter au prochain Noël. Au final, les vins moelleux, on les gardera pour la fin de repas, soit avec le dessert pour pouvoir harmoniser les goûts, donc le sucre, soit avec le fromage, de préférence un fromage gras et salé comme le roquefort ou le bleu, pour pouvoir harmoniser les textures, donc le gras, et en plus pour pouvoir avoir un petit contraste sucré-salé qui est très très sympa. Idée reçue numéro 8, fromage et vin rouge, une valeur sûre. Alors celle-là, je crois vraiment que c'est ma préférée. Quand je parle de vin avec des amis, c'est en général le thème qui ressort le plus. Le fameux mythe du vin rouge et du fromage. Je sais pas trop d'où vient cette idée comme quoi le fromage et le vin rouge font bon ménage, car en réalité c'est pas loin d'être tout le contraire. Le sel et surtout le gras du fromage ne s'accordent pas très bien avec les tanins du vin rouge et ont tendance à leur donner un goût métallique. Ce goût sera d'autant plus prononcé que le vin sera corsé et tannique.
Si vous ne me croyez pas, je vous conseille juste d'essayer. Mangez donc un bon petit morceau de Roquefort avec un bon verre de Bordeaux. Vous allez voir, le résultat, il est pas fou. Et comme dans les vins blancs, il n'y a pas ou peu de tanins, ça en fait un choix privilégié pour un accord avec du fromage. La plupart des fromages s'accordent ainsi mieux avec les vins blancs et la plupart des vins blancs s'accordent avec la plupart des fromages. Si vous voulez à tout prix boire du vin rouge avec votre plateau de fromage, à ce moment-là, je vous conseille plutôt d'aller vers un vin rouge très léger, fruité, très peu tannique, notamment les vins du Beaujolais ou les vins de Loire. Ça pourra fonctionner notamment si vous êtes sur des fromages très frais, type petit chèvre frais, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, je vous recommande quand même les vins blancs, surtout si au milieu du plateau, il y a un petit bout de Roquefort ou un vieux comté qui traîne. Idée reçue numéro 9, le blanc pour les poissons, le rouge pour les viandes. Cette idée, elle est ni vraie ni fausse, c'est plutôt un oui, mais pas que. C'est surtout que l'accord poisson et vin blanc ou viande et vin rouge, ça reste un accord qui est très classique, mais il est tout à fait possible de boire un vin rouge avec un poisson, à condition de choisir un vin rouge pas trop tannique. C'est un accord qui peut être très intéressant, surtout si on a un poisson qui est accompagné d'une sauce tomate ou qui est cuit à la plancha. Également, du côté de la viande, tout ce qui est plat en crème avec du vin blanc, ça marche très bien. Plus généralement, toutes les viandes blanches, les volailles se marient très bien avec un vin blanc. Pour les viandes rouges, c'est vrai que c'est beaucoup moins évident là pour le coup. Ce qui peut fonctionner pour avoir un vin blanc avec une viande rouge, c'est tout ce qui va être plat sucré-salé type canard à l'orange, à condition de prendre un vin blanc plutôt moelleux. Également, tout ce qui est cuisine du monde, ça fonctionnera un petit peu mieux avec un vin blanc plutôt rond et aromatique, voire même moelleux. Tout ce qui va être tagine d'agneau, canard laqué, porc au caramel, mais aussi poulet curry ou tous les plats asiatiques type cuisine thaï ou cuisine chinoise qui sont en général des plats très épicés. Idée reçue numéro 10, une petite coupe de champagne avec le dessert. Alors là, je vous arrête tout de suite, c'est non négociable. Pas de champagne au dessert, merci. Au moment du dessert, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions pour le vin qui va accompagner. Le sucre appelle le sucre et il faudra un vin sucré. Les plats sucrés exacerbent l'acidité naturelle des vins. Avec un dessert, un vin qui sera rond, aromatique, fruité, vous semblera vif et acide en bouche, et un vin qui sera déjà vif vous semblera ce qu'on appelle vert, un peu comme un fruit pas mûr. Comme la plupart des champagnes sont ce qu'on appelle des champagnes bruts, ce sont des vins qui sont naturellement vifs, et donc avec un dessert, ils ont tendance à devenir verts et un peu désagréables. Ça vous est forcément déjà arrivé de goûter un champagne à l'apéritif, de le trouver très bon, et on vous resserre le même champagne en dessert, et là vous vous dites, c'est plus le même champagne, ou il a plus le même goût, il est devenu moins bon, pas agréable à boire. Ben, c'est tout à fait normal, c'est exactement ce principe de verdeur du champagne qui est mis en avant par le sucré du dessert. Alors oui, tout le monde n'aime pas forcément les vins très sucrés, les vins moelleux, liquoreux, en dessert, moi le premier, mais heureusement, il y a quand même des solutions. Toujours du côté des vins effervescents, une alternative au champagne, ça va être tous les créments, qui sont en général un petit peu moins vifs. Donc tout ce qui est crément d'Alsace, crément de Loire. Et si vous voulez absolument du champagne, je vous en voudrais pas, je peux faire une petite entorse au règlement. Avec un dessert sucré, on partira sur un champagne demi-sec. C'est un champagne qui est un petit peu plus dosé en sucre qu'un champagne brut, donc ça sera un champagne qui sera plus sucré tout simplement. Avec un dessert pas trop sucré et idéalement à base de fruits, on peut partir sur un champagne rosé qui sera un champagne un petit peu plus sucré et un petit peu plus fruité que les champagnes bruts classiques. Et enfin, dernier accord qui peut être intéressant pour le coup, c'est avec un dessert très peu sucré, idéalement à base de fruits rouges ou de chocolat. C'est avec un champagne qu'on appelle blanc de noir, donc c'est l'inverse du blanc de blanc. Au lieu d'avoir uniquement le chardonnay, on a uniquement les deux cépages rouges, à savoir Pinot Noir et Pinot Meunier. Alors oui, quand je dis rouge, c'est uniquement la peau du raisin qui est rouge, le jus reste blanc. Le champagne blanc de noir, c'est un champagne qui va avoir des arômes un petit peu plus boisés, un petit peu plus intenses, et donc avec un dessert pas trop sucré, cet accord entre le côté boisé et le chocolat ou les fruits rouges du dessert, ça peut être sympa. Idée reçue numéro 11, il faut toujours carafer les rouges, jamais les blancs. Bon là, avant même de vous expliquer pourquoi ou comment, on va être clair, c'est totalement faux. Déjà, il faut bien faire la différence entre carafer et décanter un vin. Carafer un vin, c'est verser énergiquement le vin dans une carafe plutôt plate et large, afin qu'il y ait un maximum d'échange entre l'oxygène et le vin. Ça va tout simplement permettre d'atténuer l'acidité du vin, de libérer ses arômes, on dit que le vin s'ouvre. Cette opération, elle se destine aux vins rouges corsés, tanniques, qui sont encore jeunes, les Bordeaux, les vins du Rhône, les vins de Provence, les vins du Sud-Ouest. Mais également, on peut carafer des grands vins blancs jeunes, les grands vins de Bourgogne. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé dans un restaurant qu'on me carafe un meursault. Et aussi, un petit peu moins répandu, certains grands champagnes. Alors là, bon,
Il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Mais voilà, ça se fait, ça peut aider le champagne à encore plus relâcher tous ses arômes et tout son potentiel. Ensuite, on a décanté. Alors le but de la décantation, ça va être de verser le vin très délicatement dans une carafe pour laisser dans la bouteille, au fond de la bouteille, tous les petits dépôts, toutes les petites particules qui ont fini par se former et s'accumuler tout au cours du vieillissement du vin. C'est donc une opération qu'on réserve plutôt aux vieux vins rouges tanniques qui auront beaucoup de dépôts. La décantation donc, ça permet de nettoyer le vin en quelque sorte. Il faudra quand même faire très attention à limiter au maximum l'apport d'oxygène, c'est pour ça qu'on verse le vin très doucement. Car oui, quand on est avec un vieux vin, c'est un vin qui est fragile, le moindre apport d'oxygène un peu trop brutal, un peu trop violent pourrait casser le vin et donc tuer le vin et tuer les arômes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise une carafe qui est un petit peu différente qu'une carafe adaptée à la décantation. Ce sera plutôt des carafes qui seront assez étroites et assez hautes. Idée reçue numéro 12. Il est important d'utiliser des verres adaptés au type de vin. Là aussi, encore une fois, c'est totalement faux. Il y a un nombre incalculable de formes et de types de vins que vous pouvez trouver, que ce soit dans le commerce ou même au restaurant. Les flûtes à champagne, les coupes à champagne, les verres à vin blanc, les verres à vin rouge, les verres à Bordeaux, les verres à Bourgogne, même les verres à Alsace. Bon bref, on pourrait inventer quasiment un type de verre pour chaque vin qui existe au monde, puisque tout ça, c'est avant tout du marketing. Le verre à vin idéal, il a deux caractéristiques. C'est un verre à pied dans un premier temps, pour pouvoir tenir le verre sans réchauffer le vin. Et c'est également un verre avec une forme qu'on appelle tulipe. C'est une forme de verre qui permet de facilement agiter le vin dans son verre et également de concentrer les arômes vers l'ouverture. Donc s'il vous plaît, pas de verre ballon quand vous dégustez un vin. Oui, c'est un verre à pied, mais honnêtement, on peut pas faire grand chose avec. Bref, c'est pas un verre qui est adapté à la dégustation. À mon sens, on devrait uniquement retenir deux types de verres pour absolument tous les vins, y compris le champagne, mais je vais y revenir un petit peu plus tard, qui sont des types plutôt basés sur le contexte et non la couleur ou la catégorie de vin. Si vous faites une dégustation, je vous recommande les verres qu'on appelle INAO. Ce sont des petits verres qui font à peu près 12 centilitres avec un petit pied et la forme tulipe qui va bien. Au passage, en plus de tout type de vin, dans ces verres, vous pouvez très bien déguster les portos, mais aussi les spiritueux, whisky, rhum, cognac, c'est tout à fait adapté. L'autre type de verre, ça va être les verres qui sont plutôt adaptés à un repas, dans le sens où le visuel va être important pour mettre en valeur votre vin. À ce moment-là, je vous conseille un verre d'une contenance moyenne, entre 35 et 45 centilitres maximum, c'est amplement suffisant. Pas besoin donc de changer de taille de verre selon le type de vin blanc ou rouge que vous êtes en train de boire. Pas besoin non plus de trop remplir les verres. Après, bon, rien ne vous interdit évidemment d'acheter des verres plus grands ou plus petits selon ce que vous aimez. En vrai, la différence sera principalement visuelle. Gardez juste en tête que l'important, ça reste le vin et pas le verre. Ah oui, concernant le champagne et globalement les vins effervescents, bon, c'est vrai que les verres type flûte un petit peu allongés, ça a tendance à permettre de mieux conserver les bulles, c'est vrai. Mais pour le coup, là, la dégustation, elle devient quand même très compliquée, notamment au niveau du nez. Bon courage pour mettre votre nez dans une flûte sans vous mettre du champagne dans les narines. C'est pour ça que certains dégustateurs préfèrent boire les vins effervescents dans un verre classique et non pas une flûte. D'ailleurs, si vous vous baladez en Champagne et que vous allez dans un bar à vin du côté de Reims, par exemple, ben vous verrez que votre champagne, on vous le servira dans un verre ordinaire et pas dans une flûte. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, à me donner votre avis sur ce nouveau format. Ça change un peu des deux épisodes précédents, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, et comme d'habitude, buvez peu, mais buvez mieux. Et là je vais faire un truc de youtubeur, je vais dire mettez des commentaires et lâchez des pouces. Non, en vrai, je vais te dire, tu vois.